design est partout, même à l'hôtel pour animaux. Bonjour. Venez nous porter Daisy et Mocha? C'est bien ça. À l'âge de 2 ans, j'ai reçu un chiot. Je me souviens pas du moment précis, mais toute ma conception de mon enfance inclut 2 parents, une petite sœur et un chien. Donc notre chien faisait partie de la famille. Mais vivre avec un animal, ça apporte toute une série de problèmes de design en fonction des caractéristiques spécifiques de l'animal. Mon chien aimait beaucoup manger, aimait passer beaucoup de temps avec nous et surtout, notre chien n'aimait pas être seul. Et quand on la laissait seule, ça causait souvent des ennuis dans la maison. On l'a même amenée à un chenil et elle n'a pas vraiment apprécié. Depuis, plusieurs chenils se sont transformés en hôtels pour animaux. Et la gamme des services offerts et le design de ces lieux est pensé en fonction des besoins des animaux. Et je pense que le résultat est assez intéressant. Et mon chien aurait beaucoup aimé passer du temps dans un hôtel pour animaux comme celui-ci. Dans un hôtel pour animaux, ce qu'on recherche, c'est le confort de la maison. Donc, ça va être des chambres plutôt que des enclos ou des cages. Il va y avoir des pièces qui vont un peu représenter un salon, comme à la maison, les fauteuils, la télévision. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui rend l'expérience beaucoup moins stressante pour l'animal de compagnie parce qu'il se retrouve un peu comme à la maison. Donc, quand on essaye d'aménager un espace, que ce soit pour un chien ou pour un chat, ce qui est vraiment important à considérer, c'est à quelle espèce on a affaire. Donc, quand on parle du chat, c'est avant tout un prédateur, mais aussi une proie. Tandis que quand on parle du chien, c'est principalement un prédateur. Donc, à partir de là, pour aménager l'espace avec un chat, il va falloir considérer le plan vertical, autrement dit l'espace en hauteur, tandis qu'avec un chien, ça va vraiment être le plan horizontal. Au Québec, on s'inspire de plus en plus de la mode aux États-Unis qui est de vraiment recréer une maison et ça va même jusqu'à l'extérieur. Il va y avoir une grande cour, il va y avoir une piscine accessible pour les animaux de compagnie. Donc, c'est un concept complètement créé pour que l'animal se sente comme à la maison. À l'époque où on a réalisé le projet d'hôtel pour chiens, l'hôtel Museau, pour un designer, c'est vraiment un projet un peu unique et c'est une première aussi, bien sûr. L'emplacement du choix de l'hôtel a été un des critères les plus importants. On a trouvé un lieu d'hôtel parfait. Il était situé de 1, très loin des zones résidentielles, de 2, près du canal de la Chine, donc ce qui amenait des promenades fort intéressantes pour les chiens et surtout dans une zone un peu semi-manufacturière, industrielle, donc très peu de risques de justement déranger l'environnement. Ayant au-delà de 30 pieds de haut dans le bâtiment vide lorsqu'on l'a pris possession, on a dû construire carrément un étage complet. Donc, il a fallu bien attribuer les fenêtres au niveau de chacune des zones des chambres de chiens. C'est évident que le choix des matériaux et des couleurs dans un environnement de pension va faire toute la différence pour l'animal. On va choisir des matériaux qui se lavent facilement et qui ne conservent pas l'odeur des animaux. On veut que ça soit le plus sain possible pour eux. Les couleurs aussi, on pense que nos animaux voient en noir et blanc. C'est pas le cas. Il y a certaines couleurs qu'ils peuvent percevoir, pas de la même façon que nous, c'est évident, mais ils peuvent profiter de couleurs calmes, douces, apaisantes. Avoir un animal dans une maison ou un appartement demande certaines adaptations. Et la panoplie d'accessoires qui gravitent autour de cet animal perturbe le décor. Donc, une solution de design, c'est de penser à du mobilier intégré ou du mobilier multifonctionnel. Par exemple, la fameuse litière à chat, on ne veut pas la voir, donc on peut la dissimuler dans un cabinet fait sur mesure. Un autre bel exemple, c'est une table à café qui a une surface vitrée et sous la surface vitrée, une belle surface pour que les chats puissent se reposer. Donc, toutes ces adaptations font en sorte que les besoins de l'animal sont bien respectés, mais en même temps, on n'est pas pris avec des choses qui détonnent dans le décor. Il semblerait que la plupart des produits qui ont été créés, en tout cas ces 20 ou 30 dernières années, étaient plutôt issus du design industriel et que dans ces conditions, c'était très joli, mais ça ne rencontrait pas forcément les fonctionnalités ou les besoins spécifiques des animaux. Et il y a une tendance qui s'est un petit peu inversée ces dernières années où on s'est retrouvé avec plusieurs personnes qui travaillent avec les animaux qui, eux, se sont dit « nous, on n'a pas dans le marché exactement ce dont on a besoin, donc on va le créer nous-mêmes ». Le seul problème, c'est que là, ça allait rencontrer les besoins des animaux, mais pas les attentes des propriétaires. Et aujourd'hui, heureusement, il y a quand même des gens qui travaillent de concert pour nous offrir les 2 types de produits.
On voit ces tables basses intégrant peut-être des cachettes pour le chien ou le chat. Ça nous est de plus en plus demandé d'avoir dans notre cuisine des zones pour mettre les bacs à nourriture ou à litière à chat, ou même un peu une zone confort. Le coussin est intégré dans l'îlot. On y fait un peu une genre de niche, espace cachette où il se retrouve et il est bien dans cette zone-là. Comme l'emplacement spatial a de l'importance pour le chien, le fait d'être proche de manière physique peut être un facteur vraiment de cohésion sociale pour le chien, donc il peut se sentir très rassuré d'être proche de son humain. Il y a des lits pour chiens qui vont être créés pour prendre la hauteur, dans le sens qu'on peut mettre ces lits-là pour chiens directement à la même hauteur que notre lit pour nous. Donc l'animal a son espace, mais il est tout à côté de nous en même temps. La Cat Librairie est un très bon exemple d'un aménagement où le chat peut monter, puis se mettre en hauteur, être à l'abri, voire sans être vu, ce qui correspond tout à fait à son besoin fondamental de proie et aussi de prédateur quelque part. Les chats aiment beaucoup être en hauteur parce qu'ils aiment pouvoir observer leur territoire. Les arbres à chat sont des éléments architecturaux pas toujours très jolis. C'est du tapis, c'est de la corde, c'est pratique pour le chat, mais on a beaucoup évolué là-dedans. Alors, c'est très possible maintenant de trouver des arbres beaucoup plus design avec des formes très épurées, très zen, ou des tablettes qui peuvent être éparpillées un peu à différents endroits dans la pièce pour pouvoir combler notre ami félin. Il y a des designs qui s'intègrent très bien dans la maison et qui répondent tout à fait aux besoins du chat de se faire les griffes. Alors, le fait de griffer en fait, sur un griffoir sert à mettre l'odeur en fait, sur la surface. Et c'est un marquage très important pour le chat. C'est une façon de délimiter son territoire. Donc, si on vous mettait un griffoir au fond d'une pièce et qu'il n'est pas vu, il n'a pas vraiment d'importance et ne sera pas utilisé ou peu utilisé parce qu'il est mal positionné dans l'espace. Le griffoir correspond à une pancarte « Bienvenue à la maison ». Donc, dans cet état d'esprit, c'est sûr que la pancarte a un intérêt d'être mise devant la maison ou devant les pièces principales et non pas au fond d'une pièce. Il existe de nombreux griffoirs en carton avec des formes très sympathiques. Et le carton est un matériel que le chat adore. Pour une raison vraiment inconnue, le chat et tous les félins adorent les cartons et ça provoque chez eux une espèce d'hystérie et en tout cas de joie et de beaucoup de plaisir. Donc ils ont tendance naturellement à aller vers ce qui est cartonné. Ensuite, il y a des trous, ce qui va permettre à la personne de mettre de l'herbe à chat. Et l'herbe à chat est un grand motivateur pour le chat. La niche et la cabane pour chat sont des éléments qui ont inspiré beaucoup d'architectes et beaucoup de designers industriels. Du côté des chats, il y a beaucoup de produits qui utilisent le carton, comme le tipi de la compagnie Loyal Luxe. C'est deux finissantes en design industriel de l'Université de Montréal qui ont pensé à ce concept. C'est fait en carton recyclé et entièrement recyclable. Ça s'assemble en 2 minutes sans colle. Dans les abris pour chiens, il y a la niche Architectura qui est inspirée de l'œuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright. Ça donne un résultat assez spectaculaire. Encore du côté architecture, il y a le projet Architecture for Dogs. On a donné le mandat à 13 designers de penser à des structures ou des niches pour chiens, mais conçues spécifiquement pour une race de chiens en particulier. Donc, par exemple, pour la race des chiens Teckle, les fameux chiens saucisses, on a pensé de faire une structure avec des rampes. Donc, le chien peut monter les rampes et s'asseoir sur une des plateformes et on peut se regarder dans les yeux, favorisant les interactions. Et en plus, toutes ces structures, on peut les télécharger de l'Internet et les fabriquer soi-même à la maison. La première chose à respecter, ça va être le besoin de tranquillité du chien. Donc, ça va être l'emplacement dans lequel on va mettre la cage ou la niche. Et puis, évidemment, les matériaux de construction, c'est sûr que les matériaux doivent être solides et complètement non toxiques et puis non dangereux. L'idée, c'est vraiment de garder l'idée de la tanière. Le chien doit être dans un endroit sécuritaire, un lieu de repos calme où il a du plaisir à être là et où il n'est pas dérangé. De plus en plus, on recommence à retomber dans des niches pour chiens très design, même si finalement les chiens ne l'utilisent presque plus, parce que s'ils l'utilisent, on est à l'extérieur avec eux. Les chiens recherchent à être avec nous. Il faut la construire en fonction de sa grosseur. Il faut que l'animal soit très à l'aise à l'intérieur, dans le sens qu'il doit pouvoir se tenir debout, il doit pouvoir tourner sur lui-même et se coucher tout le long de son corps.
Souvent, les propriétaires nous demandent pour leurs animaux de leur designer, ne serait-ce qu'une petite niche plus cubique, plus moderne, avec des formes répondant un peu plus à la forme de la maison, ou surtout mieux intégrées aussi à la cour arrière. Donc, de plus en plus, le chien est présent dans le design et on a besoin d'en tenir compte pour nos clients. Quand on parle d'une cage à l'intérieur pour un jeune chiot ou un jeune chien adulte, les critères sont un peu les mêmes que pour la niche à l'extérieur, dans le sens que l'animal doit pouvoir, encore une fois, se tenir debout, tourner sur lui-même et se coucher le long de son corps. On pense cage pour chien, on va imaginer l'enclos en métal noir, triste, où est-ce que l'animal s'y retrouve tout seul. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Le e-crate de Peter Brasilio est vraiment un design très intéressant qui s'intègre bien dans l'intérieur. J'ai vu des chats transportés dans des cages à oiseaux, j'ai vu des choses assez aberrantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le transport, que ce soit du chat ou du chien, c'est un élément assez stressant pour l'animal. Le design au niveau du transport, c'est très important parce qu'il y a la composante de la sécurité. Donc, il y a beaucoup de caisses de transport ou paniers de transport qui sont différents. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des caisses de transport fermées dans des matériaux lavables et le plus fermé possible avec, évidemment, l'aération. Les caractéristiques d'un oiseau vont déterminer la plupart des attributs de sa cage. En partant par sa taille, donc la taille de l'oiseau va déterminer les dimensions de la cage. Mais ensuite, certains oiseaux ont tendance à voler plus à l'horizontale, d'autres plus à la verticale. Donc, ça va déterminer l'orientation de la cage. Certains designers vont essayer de sortir du carcan rigide de ce qui est attendu normalement d'une cage à oiseaux. La designer Melanie Rees a cherché à créer une cage avec des surfaces et des parois qui imitent un peu les branches d'un arbre. Donc, quand le soleil passe à travers la cage, ça fait une lumière qui ressemble beaucoup à la nature. Et donc, ça donne un habitat plus familier à l'oiseau. Il y a aussi un design qui fusionne un banc public avec une cage à perruche. Donc, ça favorise l'interaction entre les gens en ayant une espèce de pièce de conversation dans un lieu public. Hop, hop. Lie down. Bang. Les animaux domestiques aujourd'hui n'ont pas de travail, ils sont, comme on dit, au chômage. Ce sont des animaux qui ne font rien de la journée et il y a un vide comportemental, autrement dit, une absence d'activité qui est très nuisible. Ça augmente les risques d'ennui, de dépression, de problèmes de comportement, d'anxiété, d'obésité, etc., etc. Et donc, face à ces problèmes-là, on a décidé de recréer, de redonner à l'animal et aux animaux domestiques leurs activités naturelles, à savoir la recherche de nourriture. Le merveilleux bol en aluminium stainless, c'est beau, ça peut être design, mais si on vient rajouter une difficulté au fait de s'alimenter, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, nos animaux de compagnie, en travaillant avec des bols alimentaires stimulants interactifs, doivent avoir un effort physique et mental pour pouvoir aller s'alimenter. C'est le genre de bol qu'on préconise le plus aujourd'hui. Alors, on a aujourd'hui des produits sur le marché qui sont très intéressants. Donc, le Stimulo est un bol interactif pour chat, dont le but, en fait, est de permettre au chat de chercher sa nourriture. Donc, c'est des tubes qui reproduisent un petit peu des trous de souris. Et le chat va aller donc chercher sa nourriture avec ses griffes. Et puis, le bol IQ est un bol pour le chien, où le chien va aller chercher sa nourriture, cette fois en cherchant avec ses pattes et sa truffe. Ici, on peut utiliser des jouets de type Kong qu'on appelle, ou est-ce que c'est des caoutchoucs avec des trous, ou est-ce qu'on peut venir insérer un animal qui mange, par exemple, de la nourriture humide. On peut venir coincer la nourriture à l'intérieur de ce trou-là et le chien va devoir, avec ses pattes, tenir le jouet et aller lécher et aller chercher la nourriture à l'intérieur. C'est très, très stimulant pour les animaux de compagnie. Les bols en hauteur ont été faits pour une typologie de chien, mais en réalité, ce n'est pas une nécessité. Si les gens souhaitent l'intégrer à leur intérieur, pourquoi pas, mais il n'y a pas de nécessité médicale, donc c'est plutôt peut-être plus une lubie du propriétaire. Le félin est presbyte, donc il y a beaucoup de difficultés à voir là, de ce qui est très, très proche. Donc, le bol d'eau, c'est important. Le chat doit se fier beaucoup à ses moustaches pour savoir à quelle hauteur il se situe, comment il peut boire son eau. On va préconiser des bols où est-ce qu'il peut avoir une image dans le fond pour aider l'animal de compagnie à essayer de chercher une couleur qui va ressortir, une forme pour qu'il soit plus confortable. Ce qui est très, très populaire, évidemment, avec les chats et qui les aide beaucoup, c'est les styles fontaine. Ça les encourage à boire beaucoup d'eau. Pour un chat, c'est très, très important. Et le son de la fontaine, ça les aide à les encourager et à savoir où aller s'abreuver par la même occasion.
Le design de mode pour animaux a bien sûr un côté loufoque qui fait très souvent jaser. Certains vêtements ont pour seul et unique but de rehausser le style de l'animal pour plaire à son maître, tandis que d'autres vêtements visent plutôt le côté fonctionnel et possèdent une réelle utilité pour l'animal, comme les protège-pattes ou les vêtements chauds pour affronter les promenades en hiver. Le secteur des vêtements pour chiens est en pleine ascension, et même les designers de haute couture s'en mêlent. L'an dernier, la première semaine internationale de mode pour chiens et chats a eu lieu à Moscou, en Russie. Certains designers de mode connus vont jusqu'à créer des collections spécialisées pour animaux selon les saisons. Un site japonais offre aussi une ligne de prêt-à-porter pour cochons d'Inde. On voit vraiment de tout, mais l'important, c'est que ce design de mode particulier puisse être au service de nos animaux de compagnie. Les vêtements qui sont davantage esthétiques sont souvent choisis par les propriétaires parce qu'ils sont très cute, tandis que les vêtements qui ont vraiment une fonction peuvent être très utiles, notamment pour des chiots qui n'ont pas encore leur pelage pour l'hiver. Ça peut être utile aussi pour des chiens qui n'ont pas un pelage qui s'adapte au climat, notamment au climat québécois. Après, pour le chien, il y a certains habits qui peuvent être très utilitaires, et puis je pense à des habits dont on ne parle pas beaucoup, notamment par exemple les dossards pour chiens. Il existe des dossards qui indiquent par exemple « mon chien a besoin d'espace » ou « mon chien n'est pas à l'aise, mon chien est en formation, mon chien n'aime pas les autres chiens, etc. etc. » Et ces dossards-là peuvent permettre aux personnes qui rencontrent justement ces chiens-là d'adopter tout de suite la bonne attitude en partant, puis de limiter ainsi les rencontres un peu désagréables. Il existe aussi d'autres vêtements comme le Thunder Shirt, qui est un vêtement qu'on met sur l'animal, les animaux un peu anxieux, puis ça a tendance à les canaliser puis à leur permettre de se sentir un peu plus en sécurité. Fait que moi, j'irais vers un vêtement fonctionnel en fonction de la race puis du climat. Puis après, là, c'est à la discrétion du propriétaire si vraiment ils veulent un vêtement plus esthétique. Pour éviter l'ennui et les problèmes de comportement, c'est important pour les chiens et les chats de pouvoir jouer quand leurs maîtres ne sont pas là. Donc, il existe toute une panoplie de jouets pour stimuler et intéresser les animaux. Certains ont un design très simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, un design pour bien fonctionner. La bonne vieille corde sert bien pour se tirailler avec son chien et les chiens l'apprécient aussi quand ils sont seuls. Il y a des jouets un petit peu plus sophistiqués, comme cette balle, avec les formes ici qui sont adaptées aux dents du chien. Et il y a aussi un petit trou qui permet d'insérer de la nourriture. Les chiens, très motivés par la nourriture, vont essayer de l'atteindre tout au long de la journée. En fait, il y a une différence fondamentale entre les jouets pour chats et les jouets pour chiens. Donc, les chiens sont des chasseurs de fond. Ce sont des animaux qui vont courir pendant des heures pour attraper leur proie et ensuite, ils vont mastiquer longtemps. Tandis que les chats, ce sont des chasseurs de vitesse. Donc, ils chassent beaucoup et ils chassent dans des très courtes périodes de temps en dépensant beaucoup d'énergie. L'essentiel d'un jouet pour chien, c'est vraiment, moi je dirais, les jouets qui servent à mastiquer parce que la mastication est très très importante et que ça fatigue beaucoup le chien. Mastiquer pendant 1 heure, ça fatigue plus un chien que courir pendant 1 heure. Chez les chats, il existe des applications disponibles sur les iPads qui permettent à l'animal de pouvoir essayer d'attraper un petit poisson qui se sauve ou les lasers. Ça les stimule énormément, mais ce qu'il ne faut pas oublier chez le chat, c'est qu'il y a toujours une phase de jeu où il y a un moment donné que l'animal doit pouvoir être capable d'attraper, ce qui n'est pas possible avec l'iPad ni avec le laser. La technologie nous permet même de pouvoir observer notre animal de compagnie quand on est au travail pour voir à la maison comment il se comporte, comment il va. Il y a même possibilité de pouvoir entrer en communication avec notre animal de compagnie, lui parler, interagir avec lui. Pour ça, c'est sûr que j'aurais un petit bémol. Le chien ou le chat vous entend, mais il ne vous voit pas. Ça peut créer un stress à l'animal. Donc, c'est important de, oui, utiliser la technologie, mais pour pas seulement combler nos besoins, mais ceux de l'animal aussi. Bien, en fait, moi, ce que j'imagine pour le futur, au niveau du design pour les animaux, j'espère sincèrement que le design va être intégré absolument partout dans toutes les constructions, parce que plus on va être nombreux à penser et à anticiper d'avoir un animal chez soi et d'aménager son milieu de vie en conséquence, plus la vie de l'animal avec l'humain va être facilitée et donc moins on va avoir de problèmes de comportement. Pourquoi pas jumeler design et technologie encore plus? Par contre, mon seul souhait à long terme, c'est qu'on n'oublie pas que c'est toujours nous
qui doit être en interaction et en contact avec notre animal de compagnie. Il n'y a pas aucun jouet, il n'y a pas aucun vêtement, il n'y a pas aucune cage qui va pouvoir combler le fait d'avoir notre présence avec lui. Donc oui pour le design, oui pour la technologie, mais restons présents pour nos animaux de compagnie. Le design pour animaux va continuer à se développer. Et si la tendance se maintient, la technologie va jouer un rôle de plus en plus important. Mais c'est absolument critique que les designers collaborent avec les spécialistes du comportement animal pour arriver à de bonnes solutions. Et les meilleures solutions de design sont des solutions qui trouvent un équilibre entre le besoin des maîtres et le besoin des animaux.